Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait suite à une précédente où je vous racontais à quel point par ici chez moi dans le sud de la France la saison au potager vire au cauchemar. Je vous racontais que oui certes on subit une météo complètement horrible, mais je sentais bien qu'il y avait un élément en plus qui générait des mauvais résultats et j'avais mis le doigt sur mon eau de forage pour laquelle je la soupçonne très fortement d'être de mauvaise qualité, de me générer de mauvais résultats. Vous avez été très nombreux à me demander si j'avais fait des analyses par rapport à cette eau de forage, que peut-être il suffisait simplement de la mettre à température ambiante, de passer par un bassin quelque part de décantation. Et c'est donc suite à vos commentaires, j'avais déjà fait une petite analyse, mais j'en ai fait une bien plus approfondie. Et vous allez voir que cette analyse est vraiment catastrophique et va devoir, hélas, me pousser à mettre de côté cette eau de forage. Cette analyse, je l'ai payée, aucune relation commerciale. Je l'ai fait avec un laboratoire aux Pays-Bas, c'est là où j'ai trouvé vraiment le meilleur rapport qualité-prix, ça s'appelle symbiotique-agroécologie.fr. Donc premier indicateur qui nous permet d'identifier, de mesurer la qualité de cette eau, c'est ce qu'on appelle la conductivité. La conductivité, elle mesure la quantité de sels qui sont dissous dans l'eau. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vous mets une infographie. L'eau de pluie par exemple est proche de zéro. C'est une eau extrêmement douce qui n'est quasiment pas minéralisée. La conductivité de mon eau de réseau, je l'avais retrouvée sur une analyse, elle est autour de 0,4. Et donc la conductivité sur mon analyse de l'eau du forage, elle ressort à 3,4, ce qui est une valeur énorme, qui est 100 fois plus élevée que celle de l'eau de pluie, ce qui signifie que mon eau de forage est remplie de sels dissous, certainement une eau qui stagne trop, qui est trop ancienne, peut-être même une origine géologique d'anciennes mers sur mon terrain, qui générerait donc une eau saumâtre avec une très forte quantité de sel dissous. Ce qui se passe, c'est que les plantes, même si le sol est extrêmement humide, les plantes ont énormément de mal à absorber l'eau, voire même pire encore, c'est même parfois le sol qui va avoir tendance à absorber l'eau des plantes parce que l'eau se déplace toujours du milieu le moins salé au milieu le plus salé. Et là, ce qui se passe donc, c'est que j'ai des plantes qui ont une eau qui est moins salée que celle de mon sol. Donc j'ai vraiment ce qu'on appelle un blocage osmotique et je vous laisse deviner les conséquences. C'est ce que je constate sur mon potager depuis que je suis passé à cet arrosage avec le forage, que ce soit au goutte à goutte, mais que ce soit aussi par aspersion. Et là, j'ai accumulé les ravages parce que ça a touché les feuilles et on a donc une croissance qui est ralentie malgré les arrosages. On a des plantes qui paraissent manquer d'eau alors que le sol est humide. On a des feuillages qui sont ternes comme brûlés et on a une spectaculaire amélioration sitôt qu'il y a de la pluie, parce que la pluie est douce, parce que la pluie ne contient pas de sel, parce qu'elle va équilibrer ce milieu salé, parce qu'elle va les lessiver en profondeur, et c'est ça qui change tout, et c'est ce que j'ai pu remarquer les saisons précédentes. Mais ce qui se passe ici cette saison, c'est qu'on en est là maintenant à 2 mois et demi, donc on arrive à presque plus de 80 jours sans pluie, les orages passent à côté de chez moi, vraiment je n'ai aucune goutte de pluie, et comme j'ai accumulé des arrosages du forage, et bien à chaque fois j'ai des sels, et on va le voir tout à l'heure, j'ai aussi d'autres substances toxiques qui s'accumulent dans le sol. Le deuxième paramètre qui est aussi très important, alors on va passer très vite, ça c'est technique, mais ça s'appelle le SAR, ça veut dire le sodium adsorption ratio. Vous allez voir tout à l'heure que j'ai une quantité de sodium qui est phénoménale, et d'avoir ce ratio qui est très élevé, qui est au-dessus de 9, eh bien on commence à avoir des préjudices sur la structure de sol, et ça c'est vraiment, j'ai du mal vraiment à l'encaisser ça, parce que je développe un sol vivant depuis des années, mais quand vous avez trop de sodium, ça va remplacer le calcium, ça va casser les argiles, ça va en fait asphyxier le sol, le compacter, plutôt que générer une structure grumeleuse, tout ça pour des questions de chimie, pour des déséquilibres de minéraux essentiels, et ça c'est vraiment préjudiciable, donc une raison, vous allez voir, qui va me pousser à devoir arrêter complètement d'arroser avec cette eau de forage. Le troisième indicateur donc c'est le sodium à l'état pur, je vous montre l'analyse donc de départ avec ce chiffre là qui est catastrophique, qui ressort à 26,8, et d'après le FAO, quand on est au-dessus de 9,
on rentre en restriction sévère avec cette eau pour l'irriguer. Ça veut dire qu'il faut vraiment quasiment ne pas irriguer avec cette eau, sauf éventuellement sous des climats humides où il y a des pluies fréquentes où ça va pouvoir lessiver. Mais moi ici, sous climat sec, j'ai fait un carnage avec ça. Et là aussi, l'effet sur les plantes, eh bien, c'est qu'on va avoir une salinisation aiguë autour des zones racinaires. Le sodium va perturber l'accumulation du potassium, notamment, ce qui explique que mes fleurs de tomates vont couler bien plus que dans d'autres potagers parce que le potassium est bloqué par cet excès de sodium. Et au final, eh bien, elles sont bien moins vigoureuses, elles fructifient beaucoup moins bien par rapport à d'autres potagers voisins que je peux voir. Et puis, enfin, j'ai encore deux autres indicateurs à vous remettre en avant. Ça va être les chlorures. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et là, en plus d'avoir arrosé par aspersion, ces chlorures, ils vont en fait générer des brûlures sur les feuilles avec des bordures qui deviennent jaunes, avec les pointes des feuilles qui se crament, notamment les fraisiers aussi, avec des feuilles qui se grisent, qui deviennent grises. Et vraiment, quelque part, en fait, de faire cette analyse, ça me permet, comment dire, de faire le deuil en fait de mon potager parce que ça y est, j'ai vraiment cette raison. Oui, les canicules, oui, le manque de pluie, mais oui, surtout la qualité de mon eau d'irrigation. Alors déjà, mon eau de réseau qui n'est pas idéale. Je vous avais dit dans de précédentes vidéos que déjà avec l'eau du réseau, je constate que mon potager décline, mais avec l'eau du forage, c'est une déclinaison x10, x20. Alors là, je vous mets quelques images, j'arrive, hein, il y a quand même quelques cultures qui sont un peu plus tolérantes à ces déséquilibres. Je pense aux aubergines, je pense aux poivrons, les tomates qui arrivent à un peu s'en sortir, mais parce que j'arrose abondamment depuis maintenant plus d'un mois avec l'eau du réseau et j'arrive à retrouver un équilibre. Mais si j'avais continué avec l'eau du forage, ça aurait été un véritable carnage. Et là, heureusement, depuis maintenant un mois, peut-être même un mois et demi, de reprendre avec une irrigation du réseau, j'arrive quand même à récolter quelques légumes, même si je suis, je peux vous le dire, à 10, peut-être 20 maximum % de productivité de ce que je pourrais espérer de mon potager. Et puis je finis avec deux autres indicateurs dont je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos quand je vous parlais de l'eau de mon réseau qui était déjà chargée en bicarbonate. Et ça aussi, ça a un effet à avoir tendance au fur et à mesure, pareil, hein, de l'accumulation des arrosages, s'il ne pleut jamais, ça a tendance là aussi à générer comme un blocage de la disponibilité des oligoéléments comme le fer, comme le manganèse. Donc là aussi, on se retrouve avec des chloroses, notamment les feuilles des courges, des concombres qui deviennent vert pâle, qui deviennent jaunes. C'est pas parce qu'il manque d'engrais ou de compost ou de paillage, c'est pas parce qu'il manque d'azote. Non, ce sont ces bicarbonates, ce sont ce pH élevé hein, qui ressort à 7,9. Donc à chaque arrosage, eh bien, j'augmente ma teneur en bicarbonate dans le sol, j'augmente le pH autour de mes racines. Et là aussi, eh bien, ça pose un souci de fertilité optimale pour mon potager. Et ça, c'est vraiment, comment vous dire, c'est vraiment flagrant. Et je vois vraiment la différence énorme avec des potagers qui sont irrigués. Je vous en ai déjà parlé là aussi avec l'eau du Baronne qu'on a par chez nous, une eau qui vient de canaux par le Rhône, ceux qui irriguent avec l'eau de pluie ici. Et vous allez voir que mes projets vraiment, encore plus que jamais, vont se tourner vers la récupération de l'eau de pluie. Donc pour résumer, mon eau, elle est sodique, elle est chlorurée, elle est saline, elle est bicarbonatée, comparée à une eau de pluie qui est toute douce, qui est non sodique, qui est non chlorurée, qui est non saline, qui est non bicarbonatée, qui est juste en fait douce, qui est optimale, qui permet aux plantes d'aller puiser cette humidité, cette eau et les minéraux du sol qu'on apporte via nos composts, nos fumiers, nos paillages, nos engrais organiques. Mais là, avec cette eau de forage, j'ai foutu, excusez-moi l'expression, un bazar complet. Je le regrette parce que d'ailleurs beaucoup de gens, j'en parle à beaucoup de collègues, d'amis jardiniers que je rencontre, que je parle par les réseaux, beaucoup me disent mais bon sang, avec toutes les connaissances que tu as, avec tous les gens que tu côtoies, avec tous les abonnés que tu as, comment c'est possible que tu te sois enfourgué dans une erreur pareille? Eh bien tout simplement vous dire que malgré cette ouverture d'esprit, ces rencontres, ces connaissances, jamais quelqu'un, jamais un livre, jamais une personne ne m'avait apporté cette connaissance peut-être
un peu trop scientifique, peut-être un peu trop approfondi sur la qualité de l'eau d'irrigation. Chaque fois je demandais, alors comment tu arroses? Eh bien j'arrose à l'eau du réseau, j'arrose avec le forage, j'arrose avec la pluie, mais sans jamais rentrer dans la constitution, dans l'influence de la qualité de cette eau sur le potager. Et d'ailleurs, croyez bien, quand vous voyez des potagers voisins ou d'autres régions, ayez conscience que peut-être la différence de résultat ne vient pas sur les pratiques, ne vient pas sur l'oxygénation du sol, ne vient pas sur le fait d'avoir apporté des fumiers ou des engrais ou des composts, mais vient sur une qualité de l'eau d'irrigation qui est bien plus optimale sur un voisin que chez vous, parce qu'il va arroser avec une eau du réseau mais qui est beaucoup plus douce que l'eau du réseau par chez vous. Je vous avais montré une carte, je vais vous la réafficher, où il y a des départements où l'eau est beaucoup plus dure que dans d'autres départements, parce que ce voisin qui a de meilleurs résultats, peut-être qu'il a un forage mais qui lui est qualitatif, peut-être qu'il a des pluies qui sont très régulières, très passagères, qui lessivent les excès, qui apportent un bel équilibre, et peut-être donc qu'il a aussi un puits ou d'autres sources d'irrigation, un canal, l'eau du Baronne qu'on a par ici. Peut-être que ces résultats, peut-être que cette irrigation joue énormément sur les résultats. Et moi ici, dans mon village, en fait, la majorité des jardiniers avec qui je discute, ils ont soit des puits mais à faible profondeur, mais moi ici je n'ai pas cette petite nappe, c'est très localisé. Soit ils ont l'eau du Baronne, soit ils font avec l'eau du réseau, mais en fait très peu faisaient avec un forage comme j'ai pu le faire. Et moi je suis parti avec cette idée en me disant, eh bien lance un forage qui te permettra d'avoir de l'eau vraiment avec une belle quantité pour raisonner en sol vivant, mouiller les paillages, bien arroser les cultures, l'excès d'eau repartira en évaporation, retombera ailleurs. Mais j'ai fait une erreur de raisonnement et je vais donc revoir mes stratégies. Donc les décisions, elles sont claires et nettes. Je ne vais pas passer par des cuves tampons, je ne vais pas remplir une éventuelle mare avec cette eau de forage. Je vais le condamner quand même sur une partie de jardin que j'ai. Ça déstructure le sol, mais avec des pluies automnales, hivernales, ma prairie, je le vois, arrive à survivre. Des graminées auxquelles je tiens beaucoup arrivent à survivre. Je les fauche ensuite, ça me fait beaucoup de paillage là pour la saison automnale. Donc je vais continuer quand même à utiliser ce forage pour ces espaces-là. Et puis donc, pour la saison prochaine, et puis je vous emmènerai avec moi dans tous ces projets, je vais tout faire pour récupérer un maximum d'eau de pluie. J'ai la chance d'avoir quand même un bel espace de toiture. Et j'ai deux gros projets par rapport à ça. Je vais construire une mare au milieu de mon potager, que j'espère la plus grande possible, parce que vraiment j'ai envie de créer un formidable espace de biodiversité. Donc je vais essayer peut-être de faire une mare de 15, 20, 25, peut-être même 30 mètres cubes, j'en sais rien. Je vais prendre la place sur 3-4 parcelles, voire même peut-être 5 parcelles actuelles, mais ce n'est pas bien grave parce que j'espère augmenter la productivité sur tout le reste de mon potager grâce à une meilleure eau d'irrigation. Et cette mare, je pense la relier directement, soit carrément à mes gouttières. Pour chaque orage, eh bien, elle va remplir petit à petit la mare. Ou sinon, ou même en même temps, ça va être deux solutions en parallèle. Je vais aussi installer une citerne de récupération d'eau de pluie. Je sais que c'est une situation, c'est une solution qui ne me plaît pas à 100%, c'est assez moche, mais comme bien des décisions dans la vie, il faut peser les pour et les contre. Et l'avantage, c'est que dans cette citerne, en la mettant en plus sous mon tilleul, dans un contexte ombragé, parce que vous avez été très nombreux déjà à m'apporter des préventions à tous les paramètres auxquels il faudra faire attention, notamment de ne pas la mettre au plein soleil. Donc je vais installer une citerne de, je pense, au moins 20 mètres cubes, qui elle aussi sera reliée à mes gouttières. Alors soit je remplirai d'abord la citerne et puis j'enverrai tout d'un coup à la mare, soit je vais envoyer à la mare, une fois qu'elle est pleine, je remplirai la citerne. Je vais voir comment tout ça va se passer. Avoir aussi, je pense, une zone du potager plus réduite où je vais vraiment cibler un arrosage à 100% par l'eau de pluie. Et puis sur d'autres zones, si je n'ai pas assez d'eau de pluie, je compléterai avec de l'eau du réseau. Je vous rappelle que j'ai un compteur de jardin qui me permet d'avoir de l'eau du réseau vraiment très peu chère. Je crois que je suis entre 1 et 2 euros. Il y a une partie fixe, une partie variable. Donc ça varie, mais enfin, j'ai une eau du réseau qui reste par chance très peu chère et qui me permet de continuer à envisager cette passion, ce travail aussi, puisque je crée bien sûr du contenu autour du potager qui me permet d'envisager cette aventure toujours sereinement. Donc voilà pour ce que je tenais à vous apporter dans cette vidéo, une pièce supplémentaire là, dans cette enquête que je mène depuis plusieurs années. Finalement, non, ce n'était pas un excès de carbone, non, ce n'était pas
des mauvaises pratiques culturelles à ne pas assez décompacter mon sol. Non, ce n'était pas des excès de paillage ou des manques d'engrais, bien loin de là en fait. Mon sol est blindé de fertilité minérale, mais c'était en fait, dans un premier temps, mon eau du réseau, où je constatais quand même que déjà, au fil des semaines, quand la pluie manquait, il y avait une baisse de productivité. J'avais même énormément de mal à relancer le potager d'hiver. Je sentais que rien ne poussait. Je me suis d'ailleurs noté que des cultures comme les radis, comme les navets, sont très peu tolérantes à ces excès là de sodium, de bicarbonate, de chlorure. Et là, pire encore, depuis maintenant, je crois que ça fait presque 4 ans que j'ai ce forage, et bien là, ça explique clairement ça. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer toutes les cultures qu'on peut commencer à lancer pour le potager d'hiver. Mais moi ici, pour l'instant, je suis dans une impasse, je suis bloqué, mon sol est bloqué, mon sol est rempli de sel, mon sol est rempli de chlorure, mon sol est rempli de calcaire, et il est totalement inutile que pour l'instant, j'aille y planter des poireaux, des betteraves, des blettes, des radis, des épinards, des navets. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais bon, grâce à mes 10 années d'archives, je vous montrerai comment on peut s'y prendre par chez vous pour relancer un potager, là, peut-être après cette prochaine calicule qui arrive, on espère que ce sera la dernière, et après, en avant, pour essayer de relancer un beau potager d'automne, et puis par ici, j'espère la pluie pour enfin relancer le moteur du potager. Merci à vous d'être passé par ici, merci 1000 fois pour vos centaines et centaines et centaines de commentaires suite à la dernière vidéo pour fêter les 500 000 abonnés. Vous pouvez pas imaginer à quel point ces messages bienveillants me donnent plus encore de motivation pour continuer, de savoir que les vidéos inspirent, donnent envie de jardiner, influencent parfois des chemins de vie à se rapprocher de la terre. Je m'en rends tellement pas compte, c'est extraordinaire. Donc merci beaucoup à chacun d'entre vous, et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao!